je vous invite vous à dire ce qui vous a motivé pour la présence ce soir dans le thème « Parlez mais pas trop ». Qu'est-ce qui vous a intéressé ou peut-être provoqué un peu? Mais vous allez voir que Nini, ce n'est pas de la provocation, c'est une conviction que je partage avec vous. Alors, une question. Moi, j'ai expliqué, justifié. Voilà. Oui, oui, très bien. Autre question? Le silence est d'or. Le silence est d'or, oui. C'est le titre. Le titre. Donc je rappelle qu'il fait suite à comprendre mais pas trop. Donc ce trimestre, j'étais d'abord dans pas trop, comprendre mais pas trop, et ensuite au premier trimestre 2018, on aura à volonté. Travailler à volonté, rêver à volonté. Oui, mais moi je peux Oh non, il y aura d'autres thèmes qui justifient le à volonté, comme un buffet à volonté. Alors que c'est vrai que j'ai bien conscience que ce qui a été le fil directeur de plusieurs travaux, donc que ce soit les vidéos, que ce soit les conférences, mais même d'autres choses, ou des articles, ou même des chroniques, c'est vraiment l'idée de contrer ces croyances, ces illusions qui sont véhiculées par le social, par la culture, par l'institution, que ce serait mieux de parler que de se taire. Donc voilà, donc, mon propos c'est de remettre en question, d'approfondir ce pas trop avec vous. Alors, une question. Après, ce sera écouter à volonté. Pas toujours. C'est prévu parce que je fais un atelier, conférence-atelier sur l'écoute active, justement. Alors, question, oui. Donc pour moi, parler, c'est se dévoiler aussi. Oui. Donc voilà, certainement pas trop pour l'être humain. Je reviens à ça. Donc, moi, je parle au niveau sur la intime pudeur, aussi. sur le territoire intime. Voilà. Moi je trouve que c'est ça, ouais. Moi c'est parler, je parle trop pour éviter Pour que ce d'être soit- dans l'intimité. Pour éviter l'intimité. Ouais. Oui, oui. Bon. Oui, merci. Bon, eh bien, oui. Oui, peut-être. Oui. Bonjour Marie. Bah oui, mais Catherine est inscrite, donc je te laisse voir avec Martine avant qu'elle soit partie. Bonjour Aliette. Oui. Il me reste Ah d'accord, ok. 7h30. Ah oui, d'accord. Oui, vous les trouverez derrière la dernière porte là-bas. Je rappelle que les inscriptions sont les bienvenues 6 jours avant la date. Ce qui permet de mieux m'organiser. Mais je ne suis jamais arrivée. Je répète. Ah mais moi j'ai même pas vu. Voilà. En échange, je veux bien faire une autre demande qui est celle que vous signiez un pouvoir pour mon assemblée générale demain. Comme ça. On a le droit de signer plusieurs pourvoirs maintenant. Tu changes de nom, t'inventes des personnes. Donc pensez à me demander ce pouvoir à signer. Ok, je ne vais pas attendre. Qui n'a pas signé le pouvoir? Merci, Voilà. merci. Et qu'il n'y a pas de demain pour l'assemblée générale. Je veux juste Pouvoir pour rappeler qu'il y a l'Assemblée des gâteaux. générale demain. Il y a les points. Il y a un gâteau au chocolat. Bon, bah alors il faut signer. Je tente tout ce que je peux. Pouvoir pour demain. Qui ne vient pas demain et n'a pas signé de pouvoir. Mais il faut quand même être membre pour vous signer. Ben oui, mais à partir oui. du moment où vous participez. Cotisez donc. Pour moi aussi. Moi je veux bien. Merci Martin. Mon bras droit. Et oui, vous Ça, apportez ceux qui. Je n'aurais pas cette apportent une carte. prétention, Aliette. Vous apportez une carte postale, c'est marqué sur la convocation. Oh, mais je crois que. Ma parole. La conférence lire mais pas trop n'a pas encore eu lieu. Et en plus, elle n'aura pas lieu, celle-là. Non, ça va lire autrement.
et lire de façon active. Je renvoie à D'autres Camille, volontaires? sa conférence le samedi 9 décembre. Pouvoir pour l'Assemblée Générale de demain si vous n'y allez point. Ça m'arrange. Et moi, j'en veux bien. Bien sûr que non, parce que Il m'en reste que vous êtes là 3. demain. Il ne m'en reste que 3. Hein. Non. Ok. Besoin que d'un bout, en fait. Alors, donc voilà. Parler mais pas trop. Donc lorsque, après avoir travaillé beaucoup sur ce thème, j'arrive toujours à la chute, la conclusion, mais je vais en faire un peu plus que ça. Pour moi, pour prendre un petit peu le contre-pied de ce qui est dit dans les médias, à savoir quelque chose qui aurait avec la liberté d'expression, qui me semble toujours un tout petit peu court comme expression, je propose plutôt donc ma formule sur laquelle je vais revenir plus abondamment, à savoir donc à propos du verbe dire, je ferai la distinction entre dire, parler tout à l'heure, je parle de la légitimité de dire, est-ce que je me sens légitime d'exprimer ce que j'ai exprimé, mais tout de suite après, je parle de la liberté de ne pas dire. Et que pour moi, tout se joue autour de cette articulation entre la capacité de le faire, et tant mieux que nous puissions le développer, et ensuite le bon sens, la délicatesse, le fait d'être dans un monde avec des personnes qui ont une sensibilité ou qui ont une éducation. Est-ce que je me donne la liberté de faire le choix de dire, puisque je peux, ou de ne pas dire, puisque j'ai cette attention et surtout ce choix à faire. Voilà. En gros, c'est mon fil rouge pour tout ce que je peux proposer à ce sujet. Donc, en gros, ce que je voudrais démontrer ce soir, c'est que la parole, c'est bien sûr un outil de séduction, un outil d'information, d'expression, tout ça je vais y revenir, mais que je nous invite à mettre le spot également sur la parole qui peut être un outil de contrôle, un outil de manipulation et aussi, surtout, et je vous invite à souligner le mot plusieurs fois, un outil de dépendance mutuelle. Et j'insiste sur dépendance mutuelle. Si je ne me donne pas l'autorisation de me taire, si je ne me donne pas l'autorisation de faire taire l'autre peut-être, je reste dans cette dépendance. Et cette dépendance, les mots-clés sont évidemment ce que vous avez dit tout à l'heure, Françoise, vouloir avoir raison, vouloir être compris, vouloir expliquer, vouloir convaincre, ce sont autant de mots qui, en dehors de certains espaces très spécifiques, sont la porte ouverte à cette dépendance. C'est-à-dire que je vais donner plus d'importance à ce moment-là à ce que je dis et à vouloir persuader l'autre, donc je suis dans un jeu de pouvoir, que à vouloir être en relation, dans cette fluidité, dans ce partage, dans ce qui me semble le plus important, parce qu'il me semble à moi le plus important, l'aventure de la rencontre, où j'arrive avec plein de choses ambivalentes, mystérieuses, et je rencontre quelqu'un qui a plein de choses mystérieuses et ambivalentes également. Et comment est-ce que cette rencontre peut être mise sur le signe du respect, bien sûr, de la délicatesse et aussi de la place laissée à mon intuition à ce sujet. Donc, pour commencer, je vais bien sûr partir comme toujours, ou presque toujours, je pars d'un triangle qui va nous permettre déjà de distinguer, avec moi, de distinguer trois façons effectivement d'exprimer cette initiative que nous prenons de mettre des mots. Quand je mets des mots, eh bien, je peux soit raconter, je mets aussi compter, je peux dire et je peux parler. Je vais un petit peu organiser donc mon propos de ce soir sur cette première distinction qui ne vous étonnera pas parce que à peu près chaque fois je fais un triangle, un cercle, etc. Donc, encore une fois, toujours avec non pas une obsession géométrique, mais plutôt avec toujours la volonté de profiter de ces temps en commun pour distinguer et encore distinguer tous ces mots que nous croyons équivalents, synonymes, et ne le sont pas évidemment, ou ils le sont de façon très approximative. Donc, mettons quelques neurones ici à ce travail de distinguer. Je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'une façon d'introduire les ateliers qui sont prendre la parole en public, je le redis parce que c'est vraiment quelque chose aussi de majeur, c'est de nous inviter aussi à une autre distinction, vous avez bien dit, lorsque je prends la parole, je suis dans trois logiques simultanées. À moi de les faire cohabiter et de savoir à laquelle je donne priorité. Chaque fois que je prends la parole, je prends le risque de me montrer.
hein. Donc éventuellement de me mettre à nu, peut-être de révéler quelque chose que je n'aurais pas eu conscience de montrer, etc. Donc c'est toujours un risque majeur. Je me montre, je prends ce risque-là, d'où le risque qui est trop élevé pour certaines personnes qui ne prendront pas celui de prendre la parole en public. Et puis quelquefois, pour des raisons professionnelles ou autres, nous sommes invités à le faire, nous sommes priés de le faire, et nous sommes quelquefois dans quasiment l'obligation de le faire, évidemment. Donc, première logique à laquelle nous avons besoin de réfléchir. La deuxième, c'est celle, et qui n'est pas moindre, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une personne, de rencontrer un public, de rencontrer une assemblée, de rencontrer notre famille si ça se passe lors d'une fête de fin d'année, etc. Et là aussi, c'est une prise de risque qui nous met dans une forme de rupture d'homéostasie, de rupture d'équilibre, ça nous met dans peut-être du stress, ça nous fait toujours prendre un risque. Et puis, troisièmement, très très loin derrière ces deux premières logiques, il y a dire quelque chose. Et que malheureusement, nous avons quelquefois été détournés de ces trois logiques avec un ordre d'importance décroissant, et que ce soit à l'école ou dans d'autres lieux, nous avons imaginé que la priorité, c'était dire quelque chose. Et chaque fois que je mets l'accent sur dire quelque chose, chaque fois que je m'illusionne et que je donne priorité à ce troisième point, je suis dans le risque d'en faire un outil, de la parole, un outil de contrôle, de manipulation ou de dépendance, hein, ou de séduction. De séduction, pas au sens positif du terme, mais de la séduction au sens d'obtenir quelque chose malgré l'autre, et de transformer l'autre en objet. Alors que dans ces trois logiques, j'ai bien sûr toujours à donner priorité, à respecter l'autre comme un sujet. Quelqu'un qui peut entendre, ne pas entendre, accepter, ne pas accepter, au lieu de vouloir absolument mettre toute ma belle énergie à vouloir le convaincre de quelque chose à quoi il ne croit pas. Voilà, donc je reviens à ce tableau. Donc, quand je parle de raconter ou conter, évidemment que là, ça serait la façon de donner priorité aux mots, aux histoires. Est-ce que j'écris un roman ou est-ce que j'écris une nouvelle? Est-ce que je sais raconter une histoire drôle, hein? Nous savons la torture que ça peut être avec votre beau-frère préféré qui commence pendant la fête de famille à raconter une histoire qui n'en finit pas. On se demande comment elle va tomber. Donc il y a vraiment là un art de mettre des mots, de les agencer, de les choisir et de faire en sorte qu'il y ait une surprise, une chute, etc. Donc tout le monde ne s'improvise pas, évidemment, conteur ou raconteur, si je puis dire. Mais ce qui est important, c'est de voir que raconter peut être aussi une façon de se montrer, de dire quelque chose de soi, mais ça peut être, dans certains cas, et nous le soulevons souvent dans les groupes émotionnels, les groupes de développement, que ça peut être une façon de se planquer. Je raconte l'histoire qui m'est arrivée plutôt que de parler de l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là. Et nous avons effectivement là à bien distinguer les deux. Est-ce que je me mets en scène pour dire vraiment ce que j'ai vécu, ou est-ce que je fais un fond d'écran avec toutes les précisions, l'âge du capitaine et la vitesse du vent, mais qui ne vont pas effectivement être objet de rencontre avec la personne à qui je demande d'être témoin de ce qui s'est passé pour moi. Donc, dans raconter, donc il y a les récits, et puis je veux déjà, ça sera bien sûr quelque chose qui va réapparaître dans mon propos, mais je veux aussi revenir à comment est-ce que je peux raconter sans mots. Alors évidemment, je me suis aperçue que les derniers films sur lesquels nous avons réfléchi, travaillé, à propos desquels j'ai pu parler et auxquels je vous ai invité à venir donc, au Festival Cinéma au Grand Augustin, ce sont des films dont chaque fois j'ai pu me dire, et quelquefois j'ai pu partager, que ça aurait pu être des films muets, du genre Dersu Uzala, du genre... qu'on avait vu d'autres, West Side Story, voilà. Tous ces films, évidemment, et ça c'est une vertu pour eux, enfin c'est comme ça que je le vois, un film qui pourrait se passer de sous-titres, ou de légendes, etc., ou de mots, c'est un film qui suppose qu'on a mis l'accent sur la mise en scène, sur les images, sur quelque chose qui est peut-être une chose qui me touche beaucoup, et je voyais à quel moment est-ce que dans tel ou tel film, ça va être Nostalgie de la lumière que je présente la prochaine fois. Là, au contraire, les mots sont vraiment importants et ils donnent évidemment du sens aux images qui sont proposées et à l'histoire qui est contée. Voilà, donc retrouvons à quel moment est-ce que nous avons absolument eu besoin de sous-titres, si c'était un film langue étrangère, ou est-ce que nous avons pu nous laisser
bercer, séduire par l'histoire que nous pouvions deviner. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Inde, où j'allais voir effectivement un film qui n'était ni sous-titré ni rien, et j'ai vu combien c'était intéressant entre nous, à la fin du film, de livrer ce que nous avions interprété. Chacune des personnes présentes pouvait dire effectivement comment elle a été rentrée dans le film, comment elle était rentrée dans les images, sans être guidée ou peut-être détournée du film avec les dialogues peut-être et les mots. Bien sûr que je vais un peu loin, mais c'est juste pour nous inviter à mettre cette réflexion dans notre façon d'accueillir les films, ou de les voir, ou de les entendre aussi, avec bien sûr la musique. Et c'est ce dont je parlais à propos de Der Sozala. Dans Conter, quelles sont les personnes que nous trouvons de bons conteurs? Quels sont ceux qui savent inventer une histoire, qui savent la raconter, qui savent nous captiver, que ce soit pour les enfants ou pour nous, qui restons bien sûr de grands enfants. Et encore une fois, je reviens à ça, est-ce que nous avons rencontré des conteurs et est-ce que nous avons pu développer pour nous-mêmes cette capacité à séduire, embarquer, faire rêver grâce effectivement à l'agencement des mots et grâce non seulement à l'histoire et au scénario, mais aussi au choix des mots. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même notre propos ce soir. Voilà, donc conter et raconter avec toujours les mêmes risques. Soit c'est quelque chose que je présente comme un cadeau, soit c'est quelque chose que je vais utiliser comme un écran, comme chacun des autres propos. Alors ensuite, le mot dire, quand nous disons dire, c'est quelque chose qui va être davantage centré aussi sur comme un mandat, une mission. C'est la raison pour laquelle je vous propose, attention parce que les deux tableaux se ressemblent beaucoup, vous avez un tableau qui s'appelle le verbe dire. Et avant de vous laisser en prendre connaissance, je vous invite juste à voir que j'ai distingué 4 verbes. Il y a le verbe transitif direct, on dit quelque chose. Ensuite, le verbe transitif indirect, on dit à quelqu'un. Tout le monde a une feuille? Oui. Ensuite, il y a le verbe intransitif, je dis. Et ensuite, il y a le verbe réfléchi, se dire. Vous voyez déjà combien j'ai voulu lui donner plus de sens. Et en fait, l'année dernière, avant de vous proposer le deuil, de ne pas trop parler, de ne pas trop comprendre, etc., j'avais eu à cœur aussi, comme un illuminateur, et c'est ce que j'avais proposé comme conférence, de prendre certains verbes usuels comme un verbe intransitif. Il y avait eu aimer, notamment, il y avait dire, et il y avait d'autres verbes comme ça, et ça ne résonne pas de la même façon pour nous de dire aimer, j'aime, que de dire aimer quelque chose, quelqu'un. Il y a quelque chose qui tout à coup va perdre la puissance de l'expérience que je vis quand je dis, j'aime, je fais, je donne. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient nourrir l'âme parce que nous ne sommes pas à ce moment-là distraits ou distraites par le complément, qu'il soit direct, indirect, voilà. Et donc c'est la première chose que je voulais faire. Et donc à votre gauche, pour chacun de ces verbes dire, j'ai mis la fonction. Et puis, j'ai mis les symptômes. Et je vous donne quelques minutes, effectivement, pour en prendre connaissance. J'espère que les personnes qui ne sont pas habituées à ma façon de mettre en tableau vont s'y retrouver. Mais c'est toujours avec l'idée, donc, de ces mots qui peuvent nous aider à aller plus loin dans la compréhension, bien sûr, mais aussi l'usage de chacun. 3 minutes pour vous laisser prendre connaissance de ce tableau. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par avec ou sans la ligne? Donc, je peux... Oui. Là, quand je dis dire quelque chose, je peux ensuite agir ou pas avec ou sans action. Voilà, c'est ça. Avec ou sans puissance, si je dis à quelqu'un, avec ou sans autorité. Hein, et puis, c'est très lié, bien sûr. Avec ou sans. Ah oui, c'est littéral. Oui, c'était littéral. Et je répondrai à vos questions si vous avez besoin d'un petit éclaircissement sur ça. Et je tiens beaucoup à ma dernière ligne. J'aime cette atmosphère de classe d'études. Et le titre de la ligne, ça serait permet de, non? Ah bah oui, pourquoi est-ce que ça a disparu? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, oui. Conduit à, permet de. Permet d'élaborer. Oui, la dernière ligne, oui. Ah oui, d'accord. Ça a disparu. Merci de le rajouter.
Je peux poser une question. Oui, oui, vous pouvez. Je comprends pas bien le rapport entre se dire et des synonymes, se dire et partager. Quand on Oui, se dit, parce c'est que se dit à soi-même. Enfin, soi-même, mais aussi c'est ce qui va permettre d'être dans quelque chose, d'une intimité partagée. Tant que tant que je ne me suis pas dit quelque chose, je vais avoir du mal à le partager. Ah, mais Et c'est ça avant, mais c'est pas Oui. un synonyme. Non, j'aurais peut-être pas dû mettre synonyme, mais c'est quand même quelque chose. Comme se dire, ça peut être actif. Oui, C'est entre c'est deux entre les personnes deux c'est aussi, pas voilà. que avec moi. C'est échanger. Voilà. C'est peut-être va permettre de... Se dire, Ah, c'est se dire à Aussi, quelqu'un. aussi. Oui. se dire. Mais c'est d'abord moi, et ensuite, parce que j'ai pu me dire, je peux aussi accueillir cette modalité de relation où il y a une intimité partagée. On ne va pas parler de la pluie et du beau temps. Il y a quelque chose qui va se dire, même si ça ne prend pas des allures de confidence, mais c'est pour ça que j'insiste sur se montrer, prendre le risque de rencontrer, hein, dans la première distinction que je faisais. Mais c'est peut-être plus conséquent, enfin, suite que synonyme. Ben, dans se dire si aussi, c'est aussi. Oui, ça peut être. Oui, oui, si Voilà. on se dit à quelqu'un. Voilà. Bah, bon, c'est vrai que si vous insistez pour savoir la colonne que je préfère, c'est la troisième. Parce que c'est celle qui renforce quelque chose de l'ordre de cette légitimité, je dis. Hein. Et en tant que parent aussi, ou en tant qu'enfant, nous avons bien fait la distinction entre les personnes qui disaient quelque chose comme pour nous convaincre, et que c'était sans fin. C'est ce que font les enfants, ils ont raison. Hein, ils continuent à dire oui, mais explique-moi, mais ça évite, à ce moment-là, le parent peut s'éviter de dire simplement c'est comme ça. Voilà, je te dis non. Au lieu d'expliquer oui, mais parce que tout vient. Voilà. Et chaque fois que nous sommes dans un excès d'explication, et ça c'est très vite, au bout de 2 mots, l'excès d'explication est une dépendance, est une manipulation, est une volonté de contrôler. Moi je veux bien entre toute puissance et contrôle. Bon, pour moi, la toute-puissance, je la situe toujours dans mon tableau avec impuissance et puissance. Voilà, ça fait partie. Enfin, c'est comme ça que je les fais jouer tous les trois. Alors que le contrôle peut être soit par la séduction, soit par l'impuissance aussi, quelquefois. Je peux jouer au jeu stupide, comme on dit en analyse transactionnelle, pour avoir du pouvoir, pour contrôler l'autre. Je peux ne pas parler aussi, je peux ne pas dire pour contrôler. Donc c'est une autre question, quelque chose que oui. Pourquoi le risque, quand on dit, je dis, serait le désordre? L'opposition, je comprends, parce qu'on on donne ses idées. Mais ça peut être un désordre salutaire, on fait un petit peu du ménage sur les étagères, mais ça peut être aussi quelque chose qui aille du côté de la confusion, un désordre qui submergerait. Qui peut être. Vous voulez dire par rapport au verbe dire? Ah oui, alors, ce désordre-là, il est par rapport à une attente de quelque chose qui serait expliqué. Ça peut faire un désordre dans la façon dans les relations. Parce que, alors que j'attends des explications, l'autre va me dire c'est comme ça. Et donc ça fait du désordre, ça fait de l'inconfort, ça fait une surprise, un effet de surprise. On voit bien comment ça se passe. C'est tout ce que nous voyons dans l'atelier effectivement que je mets là, communication responsable aussi, ou le nombre de baptêmes que j'ai donné à la CNV, où les personnes sont habituées à être dans quelque chose qui va ramer. Voilà. Et à partir du moment où je retire les rames, ça fait un effet de surprise. Donc c'est un désordre psychologique. Une autre question sur quelque chose qui vous semblerait pas tout à fait intelligible? Oui, la dernière ligne. Oui. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Quelle est la légende? Alors, ce qu'on a mis, c'était ça permet de, ça conduit à. Et ça a disparu à la photocopieuse. Donc, mais peut-être est-ce les mots que vous voulez m'entendre développer? Enfin, ce qu'on voyait en cours de philo, je m'en souviens très bien, c'était l'interaction entre penser et parler. Parce que nous avions l'idée, sans doute en arrivant en classe de philo, qu'il y avait d'abord une pensée, puis ensuite on parlait. Et je pense que votre professeur de philo, dès la première semaine, vous a dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que les deux sont, se renforcent. En parlant, je pense, et quand je pense, je parle, etc. Et c'était ça que je voulais dire. C'était un outil de développement de cette capacité à penser, à réfléchir, à penser par soi-même, à avoir du sens critique aussi, mais en étant dans cette interaction, bien sûr, pas en étant juste en train de ruminer quelque chose et d'emberger. Puis ensuite, bon, bien sûr que dire à quelqu'un,
c'est prendre l'autre en considération, qui me semble être aussi une des pierres maîtresses de la construction. Moi, j'aime beaucoup aussi le troisième verbe, qui est ma troisième colonne, quand je dis, je signe, non pas seulement ce que je dis, mais qui je suis. Je pose quelque chose. L'autorité, c'est ça. L'autorité, c'est signer cette cohérence entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, et patati et patala. Et puis, on revient à ce que vous disiez, Claire, tout à l'heure, quand je me dis, je m'expose et j'invite l'autre à en faire autant dans cette relation d'intimité, c'est-à-dire de prise de risque, dont je rappelle qu'elle ne peut pas durer très longtemps, puisqu'au bout d'un moment, il y a une peur qui revient au galop, bien sûr. Pas d'autres... Oui ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous clarifier la ligne permet la conquête du monde dans la première colonne? Oui. Je dis quelque chose, je suis dans la maîtrise. Oui, c'est ce que je souhaite à tous les enfants, c'est cette conquête du monde. Et ce que je vais reprendre tout à l'heure avec une autre porte à ouvrir, c'est que l'enfant qui commence à parler vit cette révolution d'une première conquête personnelle. Il va pouvoir lui-même prendre des initiatives exactement comme cette révolution majeure de savoir lire. Le déclic de la lecture, c'est la même chose, c'est la conquête du monde. La conquête par les mots des autres, par la rencontre avec les autres dans un texte. Je pense que c'est très dommage, moi je regarde beaucoup, bien que j'ai quelques souvenirs de ce moment-là, mais ça doit être une des choses les plus extraordinaires à vivre, enfant, que la première fois où on sent que ça y est, qu'on peut y aller. Eh bien c'est ça la conquête du monde. C'est l'appel du grand large, la réponse à l'appel du grand large. C'est facile. Voilà, donc, pour le verbe dire. Donc, quand je parle de ce verbe dire, je parle aussi donc des excès, et je vais vous donner quelques exemples d'excès qui ne sont pas la même chose que le tableau en fleurs, là, qui sera... Ne regardez pas la feuille parler, ça sera ma troisième partie. Pour le moment, je reviens à tous les dangers d'un excès de dire. Quand je dis, parce que j'en aurai l'obligation, comme je croirais que l'autre va m'accepter, m'approuver, que si je réponds à une supposée obligation de dire. Dire à mes parents quelque chose de tout ce que je vis aujourd'hui, et bien sûr un excès calamiteux. Ou leur dire ce que j'ai découvert dans ma propre thérapie, comme si je n'allais pas les laisser tranquilles aujourd'hui avec leur paix et leurs mots croisés et tout ça, et que je n'allais pas venir effectivement les bousculer sur une histoire qui est la mienne et que j'ai à traiter moi. Je n'ai pas à les rattraper et à les prendre en otage dans quelque chose qui est la façon dont je me donne à vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Donc ça, je me méfie beaucoup de ces confidences après coup, ou de ces mises à jour, de ces bras de fer quelquefois, de ces règlements de compte, voilà en fait, qui n'ont plus rien, enfin qui n'ont pas de valeur, parce que c'est confondre à ce moment-là dire une réalité et dire une expérience. L'expérience que j'ai vécue enfant, c'est la mienne, mais je ne vais pas effectivement faire l'amalgame entre ce que mes parents ont vécu et ce que j'ai vécu moi. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, c'est un autre risque, c'est de dire à la mauvaise personne. Dire, même si j'ai été en rififi avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, je considère que cette personne, c'est la mauvaise personne avec laquelle, évidemment, parler de ce qui s'est passé pour moi. Je vais en parler à quelqu'un, ma copine, ma soeur, mon ami, etc., qui vont pouvoir, effectivement, me préparer du thé chaud et me dire, oh là là, que ça a dû être difficile, plutôt que de continuer le bras de fer à vouloir régler encore un autre compte. Hein. Donc, ce n'est pas la personne qui m'a agressé que j'ai forcément à dire ce qui s'est passé pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Le procès de Viviane Amselen. Non, si vous l'avez vu, c'est exactement ça. Il s'agit d'un procès dans une contrée où les femmes n'ont quand même pas forcément toute légitimité à prendre la parole. Et j'oubliais que cette femme, elle était dans le sabotage, c'est-à-dire qu'elle continuait à dire des choses qu'elle aurait mieux fait de taire. Bon. C'était évident que chaque fois qu'elle parlait, elle sciait sa branche davantage. Ce qu'elle disait était vrai, était justifié, mais c'était ni le bon moment, ni la bonne circonstance, et elle se faisait plutôt du tort. Et voyons si nous aussi, nous scions notre branche quelquefois à vouloir absolument dire les choses au lieu de garder une réserve bienvenue.
également dire à une tierce personne ce que nous n'osons pas dire à la personne elle-même. Hein, c'est-à-dire faire, donc créer ce qu'on appelle le triangle dramatique bien nommé. C'est toujours vraiment dramatique de solliciter quelqu'un qui n'a rien à voir avec le film ou de lui dire, tu sais, elle m'a dit que, etc. Je passe là-dessus parce que nous avons si souvent mis les pieds dans le piège que nous savons que ça nous brûle encore d'avoir été dans cette imprudence. Que ce soit parler d'un enjeu, d'une émotion, d'une confidence, et patati patata. Dire au mauvais moment, je pense que quand on a un sang un peu chaud et qu'il y a eu aussi une tempête, nous avons quelquefois intérêt à ce que ce soit un peu refroidi avant d'aller traiter les choses. Et nous pouvons le dire. Ce qui est important, c'est de légender le temps que nous prenons, de ne pas partir comme ça, de dire, là pour le moment, je ne me sens pas de te dire ce qui s'est passé, et nous y reviendrons, mais quand les choses se seront un peu apaisées pour moi. Ça peut être aussi une autre erreur, dire en sabotant, c'est-à-dire avec trop de réactivité, hein, qui fait donc qui est l'erreur de ne pas respecter les codes, les codes et ce que l'autre peut supporter comme réactivité. Avec certaines personnes, oui, pourquoi pas, ça peut être volcanique. Avec d'autres, ça sera contre-productif et même ça pourrait être interprété et vécu comme de la violence, bien sûr. Ça peut être aussi dire trop tôt ou trop tard. Et ça peut être aussi quelque chose dans une relation quotidienne, mais ça, je vois bien que ça peut être dans des relations que je qualifierais de plus significatives. Il y a des moments, j'ai raté l'occasion, j'y reviens pas. C'est la même façon que ce que nous voyons dans le clic-clac verbal, c'est-à-dire l'esprit de répartie. Si je ne l'ai pas eu tout de suite, je ne vais pas réchauffer quelque chose, donc ça va vraiment là avoir des allures de salade défraîchie. Donc, soit j'ai pris le bon métro, soit je m'abstiens de prendre le suivant. Trop tôt ou trop tard. Bon, je pense qu'aussi ça vous renvoie à des expériences. Oui, je peux dire en créant quelque chose de nouveau, je peux dire en confirmant quelque chose. Voyons si ça a besoin d'être confirmé. Ou est-ce que je me répète, j'insiste, comme si je doutais que la personne soit désireuse, soit apte à entendre la première fois. Ensuite, alors là, c'est bien sûr mon autoroute que l'on trouve dans d'autres écrits et d'autres livres, c'est dire, en étant peu ou prou, plutôt prou d'ailleurs, conscient de la manipulation que ça sous-tend. Et là, je reviens à ce que j'appelle les mauvaises herbes du jardin. C'est vouloir expliquer, être compris ou comprendre. C'est vouloir tempérer l'autre, mais arrête de parler comme ça, c'est pas si grave. C'est vraiment une parole stérile, stérilisante. Ça peut être aussi une parole qui veut faire de la psychologie, de la sociologie ou autre chose comme ça. Hein, c'est sur des phrases qui sont pas bienvenues. C'est chaque fois que, au lieu d'être dans une forme d'accueil et d'écoute active, nous voulons donc expliquer, rationaliser, quelquefois moraliser. Ça, c'est ce qu'on fait de pire, mais bon, mettez une petite étoile quand même en face de moraliser. Et chaque fois que nous voulons aussi, au risque peut-être de vous étonner pour les personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas familiarisées avec mon vocabulaire, consoler. Hein. Consoler au sens premier, c'est, j'aime bien, comme ça que je l'ai écrit dans un livre, c'est vouloir éteindre le feu de l'autre de peur d'être contaminé par l'incendie. Et consoler est quelque chose qui est une manipulation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, on se tait, et on dit sa disponibilité, et on propose à la personne soit de pleurer, soit de boire un thé chaud, toujours lui, ou un chocolat chaud, c'est-à-dire qu'on dit de la présence. On ne parle pas pour consoler. Est-ce que vous avez jamais été une seule fois consolé avec quelqu'un qui vous parlait? Bon, si c'est le cas, ne parlez même pas. C'est parce que j'aurais des doutes sur votre sincérité. Enfin, moi pas, je peux juste témoigner. Mais quand quelqu'un me proposait effectivement de me prendre dans les bras, ou de faire quelque chose avec moi, ou même de faire de la cuisine, ou de faire du dessin avec moi, je sentais cette façon de témoigner d'une qualité de présence, quelle qu'ait été ma blessure, ou quelle qu'ait été mon cœur en 1000 morceaux, ou un deuil rythmement à traverser. Donc, et j'en profite quand même, parce que j'ai trop peur d'oublier tout à l'heure, que dans ce que je propose comme distinction à faire, c'est bien sûr la distinction entre des expériences à vivre, qui ne sont pas forcément donc
avec la confusion possible, des problèmes à régler. Or, quelquefois, alors là aussi c'est le point culminant de cette méconnaissance et de cette violence potentielle de trop dire, c'est que la personne, si je suis en train de dire une douleur que j'ai, une injustice que j'ai vécue, un deuil, une perte, etc., que la personne en face de moi transforme cette expérience en problème à régler. Et qu'elle veuille, à ce moment-là, effectivement, passer dans une autre logique qui n'a rien à voir avec une expérience à traverser. Hein, ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je reviendrai aussi longtemps que ça sera nécessaire pour nous inviter à éviter cette méconnaissance et ce déni de la nature, à ce moment-là, du besoin de la personne qui souffre et qui n'en peut plus, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Je crois que j'avais peut-être une autre chose aussi comme exemple de trop dire. Ah oui, bien sûr, et ça a été dit tout à l'heure par toi aussi. C'est dire pour éviter la gêne du silence, pour éviter le trouble d'une intimité, pour éviter un embarras. Et on sait bien que dans un moment où tout le monde s'est tu, enfin dans un groupe où tout le monde s'est tu, celui qui va reprendre la parole en premier, c'est celui qui est le plus embarrassé, qui est le moins apte à vivre le silence et qui est partagé à ce moment-là, qui peut être un moment de grande confiance, un moment intense d'intimité. Voilà. Ça peut être aussi parler, dire, je reviens bien au mot dire, pour éviter de sentir une émotion. Et donc j'aurais dû mettre ça même en tête de gondole. C'est éviter de sentir le chagrin de ce qui se passe, la peur que ça provoque, la honte aussi, ou la culpabilité. Et tout à coup, les mots viennent pour anesthésier cette expérience intime. Ça peut être aussi pour éviter la colère, ou les mots de courroux exprimés peut être aussi une façon de ne pas sentir l'expérience de la colère. On peut rajouter des mots qui vont venir aussi tempérer quelque chose ou nous éloigner de l'expérience même de colère. Donc, je reviendrai aussi tout à l'heure, on dirait pour être pardonné, hein, au lieu de dire juste je regrette vraiment et je te prie de m'excuser, c'est tout à coup aller dans des explications, encore une fois, l'âge du capitaine, les circonstances, comme si ça allait être vraiment un pansement pour l'autre de savoir ce qui s'était passé pour moi, alors que c'est lui qui a été foué, peut-être blessé, peut-être s'est senti insulté ou violenté. Donc c'est toujours dans ce cas-là, éviter de dire, mais si je dis quelque chose, c'est pour mettre le spot sur l'autre qui a besoin peut-être lui de dire quelque chose qui s'est passé pour lui, son expérience. Donc évitons de dire pour être pardonné, pour être excusé, pour être admiré, pour être approuvé. Hein, autant de choses qui vont à la pêche à tout ça, au lieu d'en faire une demande peut-être beaucoup plus simple. Alors, je vous invite à passer à mon deuxième tableau, toujours sur le bien dire. Et donc là, je suis dans une autre logique, toujours avec un tableau, c'est bien, auquel je vous demande donc, que vous pouvez vous familiariser. Et là, la ligne médiane, c'est celle donc de réellement au milieu de la feuille, dire ou non. Donc dans la partie supérieure, c'est l'hypothèse où je dis, dans la partie inférieure de mon tableau, je ne dis pas. Et chaque fois, donc j'ai mes 4 verbes, parler, m'affirmer, protéger, manipuler. Et chaque fois, je donne des mots, des verbes, des objectifs. Et voyons, enfin pour chacun de nous, voyons où nous en sommes dans cette aptitude à faire le choix. Et parce que dans chacun des cas, il y a des avantages. Il n'y a pas quelque chose à bannir absolument, évidemment. Même pas pour manipuler, évidemment, parce que dans certains cas, nous pouvons mettre la manipulation au service de quelque chose de plus important, d'une survie. Mais voyons quand même l'usage que nous en faisons chacun. 3 minutes de silence pour vous permettre de vous familiariser avec ce deuxième tableau. Et je veux vous voir tous regarder le tableau. Et opiner de la tête, éventuellement cocher un mot sur lequel vous voudriez que je revienne, mais pas de roue libre, pas de planche.
ça c'est le fruit de quelques décennies de travail. Donc, j'avais quand même vu quelqu'un qui baillait. Sur la période d'une décennie, on a peut-être droit à bailler. Quelqu'un qui baillait. Je peux donner un exemple assez qui sera le gage de mon humilité ce soir. Un jour, j'ai manipulé, j'étais chez Darty, je rapportais un appareil à réparer et nous avions donc des numéros. Je devais avoir 87. Et on a 84 personnes. Et évidemment, j'ai rien dit. J'y suis allée. Je sais que c'est de la délinquance, mais je le confesse quand même. Et donc, c'était juste pour illustrer, c'est uniquement dans une visée pédagogique que je vous parle de cette confession. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai manipulé. Mais en ne disant pas. J'avais envie, effectivement, de gagner du temps. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez bien vu le tableau. Hein, c'est la partie inférieure, c'est je ne parle pas, je ne dis pas. Et donc dans chacun des cas, par exemple dans m'affirmer, je peux m'affirmer en parlant, mais je peux aussi, dans certaines circonstances, m'affirmer sans rien dire. En étant là, en étant dans une présence légendée peut-être, mais peut-être même pas légendée. C'est tout ce qui a à voir avec l'autorité naturelle, l'autorité qui passe par une stature, enfin quelque chose qui dit la façon dont la personne, si elle parlait, pourrait dire je, et ce serait un je habité, pas un je tout mou. Alors, bien plus à vos questions. Alors là, Aliette, vos mots sur cet épisode où vous n'avez pas parlé, c'est pour vous faire exister et dire je? Non, c'était pour manipuler, pour... Non, mais... Ah oui. Mais là, vous venez de parler oui. sur cet événement sans parler. C'est vrai. Vous n'avez pas parlé. Oui. Pardon. Je ne sais pas. Joker. Moi j'ai du mal, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez agresser pour, agresser contre. Oui, moi aussi. Alors, c'est aussi une histoire de terminologie, et vous êtes plusieurs familiers avec ça. Je fais le choix de parler d'agressivité ou d'agression comme biophiles, qui nous servent à défendre notre territoire. Et j'en veux pour illustration, ça vous parlera bien sûr je prends des films animaliers, où on voit des petits animaux se chipoter, se batailler comme ça. Et là, il y a de l'agressivité. L'agressivité, elle est bonne. Et on sait bien que pour les personnes qui sont soignantes, à l'hôpital par exemple, les personnes qui agressent, oui, c'est toujours comme ça, etc., qui se plaignent, vont guérir beaucoup mieux, elles vont mieux cicatriser. Il y a quelque chose de leur système immunitaire qui va être stimulé, plutôt que la personne qui est bonne pomme, un peu trop bonne pomme, et qui va supporter sans penser à agresser. Et nous savons bien, en tant que personnes soignantes, que nous sommes quelquefois agressés. Nous avons juste à avoir la prudence de ne pas en faire une histoire personnelle. Mais c'est plutôt bon signe. Un enfant qui ne réagit pas, c'est inquiétant aussi. Et donc, l'autre mot, qui serait agresser contre, c'est celui que j'appelle violence. C'est-à-dire, c'est vouloir, non pas défendre mon territoire, mais vouloir détruire l'autre, que je vis effectivement comme un ennemi. Mais soit j'agresse pour défendre mon territoire, soit je violente l'autre pour le détruire d'une façon symbolique, enfin, sous toutes les formes. Avec l'humiliation, avec la disqualification, avec la dévalorisation, ce sont des façons de tuer l'autre au lieu de reprendre quelque chose de la possession de mon territoire et de la légitimité de le défendre. Donc oui, l'agressivité pour moi, dans mon vocabulaire, dans ma terminologie, est un mot positif. Alors moi, c'est pour recevoir sans remercier. Oui. C'est pour ça que je mets ça du côté de manipuler. Je peux parler pour recevoir sans être dans un principe de réciprocité qui consiste, je reçois, je dis merci. C'est ce qui nous choque quelquefois chez les personnes qui n'ont pas eu ce message de ce minimum de réciprocité. Donc là, c'est pour ça que je parle, parce que je suis la partie supérieure, pour recevoir, mais en me dispensant, effectivement, de remercier. Sinon, je serais simplement d'en parler. Mais la manipulation, là, vient de ce que je me crois dispensé d'expression d'une gratitude. Donc c'est de l'emprise, alors. Oui, c'est ça, c'est le risque de la volonté d'emprise. Hein, chaque fois qu'il y a manipulation. J'ai pas compris. Vous savez, oui. J'ai pas compris le fait de dire remercie. Enfin, quand on reçoit quelque chose, oui. On dit merci, on dit pas merci, on a le droit de dire merci ou pas dire merci. C'est mieux de dire merci, oui. Parce que ça alimente un principe, j'aime beaucoup, mais de réciprocité. C'est-à-dire mais que je peux être dans une parole qui va poser plutôt une exigence, et là je suis dans la volonté d'emprise. C'est-à-dire je considère que l'autre me doit,
et que moi, ça me dispenserait. Voilà. Sinon, s'il y a réciprocité, je ne suis plus dans cette 4e colonne. Je suis dans partager, et je suis dans quelque chose d'une mutualité de relation. Autre question? Et dans la, Oui. dans la première colonne, là, comment est-ce que ne pas parler, ça pourrait être séduire ou... Oh, ben Jean-Abel, oui. Oui, bah, quelquefois, nous pouvons séduire justement en Les ne yeux, disant les rien. yeux. Bah oui. Bah oui. Bah, nous savons bien qu'il y a certaines relations où la personne a commencé à parler et pouf, ça a été pire. Souffler et retomber. Le souffler est retombé. Mais c'est comme si tu ne faisais pas l'expérience tous les jours. Je fais confiance. Bah, Est-ce que je veux quand même vérifier là, je parle d'implicite. Je parle de sous-entendu. Je parle aussi d'un discours poétique ou amoureux. Bah, oui. Complicité. Oui, d'une complicité. Et puis il y a tout le langage non verbal. C'est comme si tu débarquais sur notre planète. Voilà, peut-être. Bon, je laisse accuser chez toi. Alors. Tu disais les mots en haut. Oui. J'ai du mal à plaisir de la maîtrise. Oui. Est-ce que c'est des choses à éviter? Non, le plaisir de maîtrise, c'est tout ce qu'il y a de positif. C'est la conquête du monde grâce au monde. Oui, mais non, mais c'est ce qui vient. Bien sûr, parce que là on a parlé, là on a manipulé. Bon, qu'est-ce qui fait que je parle à ce moment-là? C'est la volonté d'emprise. Qu'est-ce qui fait que je parle dans la première colonne? C'est justement ce plaisir de savoir utiliser cet outil-là. Voilà. Exercice de l'autorité, c'est pour protéger, et enjeu de la confiance, c'est pour s'affirmer. Voilà. C'est juste les mots que j'ai mis comme des pistes de réflexion ou de conquête pour chacun de nous. C'est pour une autre question, oui? Oui, ce que vous mettez en majuscule en bas du tableau, oui. Conditions et sources de légitimité, etc., c'est, je voudrais être sûre de bien comprendre, c'est vous parlez ou vous ne parlez pas, c'est la condition ou la source de légitimité, c'est ça? Ou est-ce que ça contient simplement le bas du tableau? Ça rejoint le bas. D'accord. Alors qu'en haut, c'est le plaisir de maîtrise. D'accord. Voilà. De la même façon, on avait bien volonté d'emprise et outil de contrôle. Chaque fois, ça répond à la moitié de la colonne. Ça illustre ça. Évidemment, protéger sans parler, c'est un gage de puissance au sens positif du terme. C'est-à-dire, je n'ai pas remis autorité, mais c'est la même chose. Donc, protéger a intérêt à être de ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire là? Donc toujours, hein, c'est comme aussi un fil directeur, c'est dire ou non, comme un choix à faire, comme une permission à se donner, hein, comme une conquête aussi. Tant que je me crois obligée de dire, je suis dans la dépendance. Tant que j'ai trop peur de dire, je suis aussi dans la dépendance à quelque chose d'une inhibition qui viendrait me freiner dans l'élan de la conquête du monde, mais aussi de la conquête des relations, ou dans la rencontre avec le monde et les autres. C'est toujours ça, toujours les deux qui s'articulent avec une ligne médiane que je nous invite à identifier le mieux possible. J'avais autre chose que je voulais développer là. Justifier, c'est la dépendance. Oui, immédiatement. Si je tente de me justifier, ça veut dire que je suis coupable en plus, ou je me sens coupable, à tort ou à raison. Et donc c'est une façon de mettre le spot sur l'objet du débat au lieu de donner priorité à la relation. Et vous faites une nuance entre justifier et expliquer. Je ne fais pas une nuance, je fais une grande différence, mais quelquefois nous pouvons vendre des explications qui sont des justifications. Quand il y a une différence. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans les deux cas, c'est dans mon trimestre avec mes pas trop. Donc expliquer mes pas trop, comprendre mes pas trop, parler de mes pas trop, etc. C'est l'excès. Il y a un moment où vouloir expliquer et évidemment une volonté d'emprise. Évidemment, c'est ce que je mets dans ma dernière colonne. Alors, donc j'en étais à parler. Alors là, donc tout ça pour dire, avec dire ou non, c'est ma liberté. Je passe à mon troisième vocable, c'est celui de parler. Dans parler, je suis un tout petit peu plus du côté
dans ma distinction initiale, de être en relation plutôt que dire quelque chose. Plutôt la rencontre, quand je parle, je rencontre l'autre. Et ça dit un petit peu moins, donc, que je serai accrochée à ce que je vais dire et à l'efficacité de ce que je vais dire. Hein. Je suis plutôt dans la priorité de la relation quand je parle. Toutefois, bien sûr, il y a des choses dont me méfier. Quand je reviens à ce mot « parler », donc je vais redonner aussi une autre distinction qui apparaît dans plusieurs textes que j'ai écrits, etc. C'est dans la relation, hein, et ça apparaît aussi dans la vidéo sur ce même thème, j'écoute ce que vous dites, j'entends ce que vous ne dites pas, et je suis supposée vous accueillir, vous, que vous parliez ou pas. Hein. Toujours avec le mot-clé, c'est accueillir l'autre, qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Mais je tiens beaucoup quand même à cette distinction, hein, que vous verrez apparaître aussi dans la vidéo, c'est j'écoute ce qui est dit, c'est-à-dire un soin apporté aux mots, au ton, à la musique de la voix, aux hésitations, peut-être au bégaiement, à la redite, enfin toutes ces choses qui sont quand même autour des mots, de ce que je dis ou de ce que je veux dire, en ayant conscience ou pas. Ensuite, il y a entendre ce qui n'est pas dit. Là, il y a un mot-clé qui est j'interprète. Et nous interprétons tous, évidemment, ce qui nous est dit. Et là, il y a toujours, évidemment, la consigne de respecter, de valider, de dire est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est ce que tu voulais dire, est-ce que tu es fâché, est-ce que tu... Voilà. Mais il y a toujours, effectivement, quelque chose d'une autre nature qui dit la priorité donnée à la relation, qui est, évidemment, l'interprétation. Avec le risque d'interpréter, hein, je le redis bien. Donc là, je vais décoder, je vais associer, je vais mettre un fond d'écran, je vais ressentir, je vais accepter ou accueillir cette interprétation dans mon cadre de référence. Hein, et c'est la raison pour laquelle vous m'entendez souvent dire à propos de la communication non violente, et la raison pour laquelle je l'ai baptisée communication responsable, que mon grand désaccord avec Marshall Rosenberg, c'est que nos émotions ne viennent pas de nos pensées, nos émotions viennent toujours de nos interprétations. Et là, c'est pas une nuance, Sylvie, vous notez ça, c'est vraiment pour moi majeur. Ça dit complètement une autre façon d'accueillir. C'est pas seulement ce que je pense là, c'est tout moi, le corps, mes bleus à l'âme. Oui, parce que ça, j'ai mis aussi quelques années à divorcer avec Rosenberg à ce sujet. Donc, Marshall Rosenberg pense que nos émotions viennent de nos pensées, et moi je m'inscris en faux et je suis convaincue que, et j'ai fait l'expérience aussi, que nos émotions viennent de nos interprétations, et ça fait une grande différence. C'est-à-dire qu'une pensée c'est neutre? C'est pas neutre, mais c'est quelque chose encore une fois qui réduit qui nous sommes à un système mental, et nous sommes bien plus que ça, parce que je vais aussi accueillir cette parole et interpréter cette parole avec tout ce que je suis, c'est-à-dire mon bagage, mon histoire, mes a priori, mes illusions, mon cadre de référence, hein, c'est le mot que nous employons à ce moment-là. Et dans ce cas-là, c'est important de vérifier l'interprétation qu'on fait avec c'est important, pas toujours, mais je peux aussi me la faire en perso, dans mon péto, et c'est tout. Mais si la relation se poursuit, j'ai intérêt à le faire. C'est ça, et surtout à éviter d'imposer aux autres une interprétation dont ils n'ont rien à faire. Et donc là, c'est une violence aussi, de plaquer sur l'autre quelque chose qui est la lecture que j'ai pu faire, où je peux vérifier ce que tu... Voilà, je pourrais dire, est-ce que tu m'autorises à te dire la façon dont j'ai entendu ce que tu as dit? Voilà, là, la porte, je vais frapper à la porte, toc toc, et tu m'autorises ou non à le faire, bien sûr. Et donc, bien sûr, la troisième étape, c'est accueillir l'autre, et c'est là que je reviens à qu'il parle ou non, que j'ai compris ou pas, et je peux accueillir quelqu'un qui ne parle pas la même langue. D'où aussi que je reviens à ces films que je peux voir en version originale, non sous-titrée, non traduite. Je peux effectivement accueillir ce film, accueillir ce que disent les personnes, avec peut-être un peu d'enverge, mais je peux accueillir ça vraiment avec toute la personne que je suis, et pas simplement mes pensées. Donc, toujours priorité à la relation, responsabilité aussi de ma posture d'accueil, comment est-ce que je peux signifier ma présence, ma qualité de présence et mon accueil, est-ce que je peux accueillir cette personne en dépit de tout ce qui peut être des freins, des obstacles, des filtres à cet accueil qui est le mot majeur, évidemment.
quand il s'agit de parler. D'ailleurs, nous savons bien avec qui nous sentons-nous autorisés à parler, sans nous censurer, en toute confiance, et avec qui est-ce que nous allons être plus prudents, choisir les mots peut-être, pourquoi pas, mais surtout filtrer, censurer certaines confidences ou certaines réflexions ou certaines expériences, parce que nous avons, à tort ou à raison, fait l'hypothèse déjà que c'était quelque chose qui ne passerait pas la frontière dans cette relation. Voilà, c'était ça. Oui, et c'est là-dessus, évidemment, que j'ai relayé, branché tout mon sujet de témoin de violence avec le livre à ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis témoin d'une violence qui peut être verbale, mais qui peut être autre, qui peut être un silence, qui peut être autre chose, et comment est-ce que je peux signifier à ce moment-là ma présence, qui n'est pas forcément parlée, et c'est la chose sur laquelle je reviens plusieurs fois dans le film sur témoin de violence. Réagir à une scène de violence n'est pas forcément parler, parce que parler à ce moment-là pourrait encore empirer, pourrait mettre de l'huile sur le feu, mais ça peut être un geste, ça peut être un regard, ça peut être un changement de posture, ça peut être m'adresser, j'aime bien le dire, à Goliath en le gratifiant de quelque chose de lui, le faire exister, au lieu effectivement de le flinguer ou de l'accuser ou de faire la morale. Bon, et ceci est un autre sujet. Je reviens donc à parler avec toutes ces distinctions, avec d'abord, oui, dans quelles circonstances, et là c'est ma jolie fleur, j'ai mis au hasard, mais vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez, quelles sont les fonctions de la parole, et j'ai envie de dire, quels sont les moments où la parole est vraiment bienvenue. Elle est outil de communication, pas de communication, outil de relation. Donc, instruire, protester, fuir ou éviter. Contrôler, usurper, ça c'est bon, c'est à voir aussi. Voilà pourquoi je le fais. Séduire dans tous les sens, charmer, faire rêver, s'affirmer, expliquer, soumettre aussi quelquefois, manipuler bien sûr, meubler, je le disais tout à l'heure, meubler pour ne pas sentir le vide, etc. Convaincre, débattre le moins possible, ou dans des temps impartis pour ça. Je dis souvent que la qualité d'une relation de couple, ou la qualité de relation dans la famille, ou la qualité de relation personnelle, affective, est juste inversement proportionnelle au débat. Moins nous débattons, meilleure la qualité, meilleure l'énergie, et meilleure la qualité de la relation. Vous avez juste à le copier et à le copier chez vous plusieurs fois. Avec comme un acte. Voilà. Mais vraiment, ça, Est-ce qu'on donne priorité à la relation? Oui, débattre est toujours quelque chose qui donne priorité à l'objet du débat et qui va bien sûr, parce que nous avons tous les modèles en rayon de nos parents, nos grands-parents, nos profs et j'en passe, de ce moment où la relation n'était plus vivante, chaleureuse, drôle, etc. Mais elle était crispée parce que chacun voulait soit avoir raison, soit donner tort, vouloir convaincre, etc. Mais ça, nous en avons tous les modèles. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est d'abord. Et quel dommage que nous n'ayons pas eu, effectivement, le modèle de figure parentale, qui aurait dit cessons-là et voyons plutôt, faisons une tarte ensemble. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais rompons. Rompons. Nous pouvons échanger. Non, bien entendu que nous pouvons échanger des idées. Pas avec n'importe qui, pas n'importe quand, pas sur n'importe quelles idées. Et surtout, avec une grande méfiance, surtout quand on est un peu passionné avec des convictions, une grande méfiance que le piège est là. Le piège, il est vraiment tellement dangereux, en plus menaçant, dommageable pour la relation, que moi, dans certains cas, je sais que je pourrais débattre, je préfère m'abstenir, parce que de toute façon, m'abstenir, ça va laisser la place pour une autre forme de relation. Est-ce que débattre avec Marshall Rosenberg de cette nuance sur lesquelles... J'ai tenté. Non, mais c'est oui, mais, non, mais pas, oui, parce que c'est... Oui, bien sûr. Mais débattre, là, il s'agit... Si Marshall avait accepté de débattre, j'aurais aimé ça, parce qu'à ce moment-là, tous les deux, nous étions dans quelque chose d'un objet identifié. C'est qu'en est-il, et là, qu'en est-il de notre position? Et là, bien sûr, ça fait pétille, les neurones, etc. C'est rarement le cas quand nous avons
partagé beaucoup d'expériences et tout à coup nous retrouvons la volonté quand même d'une emprise ou d'avoir raison. Cette grille de volonté d'avoir raison, c'est malheureusement quelque chose qui nous a été vendu comme gagné en légitimité et moi je les oppose. Chaque fois que je veux être légitime de quelque chose, parce que c'est quand même une chose importante pour trouver de la puissance, de la conviction, etc., j'ai à me méfier, évidemment, ou j'ai à valider que je vais faire le deuil d'avoir raison. Parce que ce n'est pas la même chose. Je peux être légitime dans quelque chose où je sais avoir tort, et je peux, effectivement, faire l'inverse. Avoir raison n'est jamais une condition de légitimité. C'est vraiment important. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Ce sont deux logiques différentes. Et quand quelqu'un vous dit, mais tu sais bien que j'ai raison, on peut dire, je m'en fiche, parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est une autre chose. Donc, avec Marshall, je pense qu'on n'aurait pas voulu avoir raison. Nous aurions voulu créer quelque chose d'autre. Voilà. Partager, échanger, bousculer nos étagères, nos étagères. Et tant mieux. Ça vient que pour avoir raison, ça pourrait passer pour de la légitimité. Mais ça, les modèles que nous avons eus. Nous avons été enfants, au Paul, déjà témoins de débats où c'était pas intéressant. C'était juste vouloir montrer, avoir du pouvoir et montrer. Donc ça se transformait en bras de fer. Marshall, j'aurais pas dit un bras de fer. J'aurais fait juste un moment délicieux. Vous disiez quelque chose, Marc? Quand on se construit à l'adolescence, c'est oui, j'ai dit modèle de merde, voilà. C'est à ce moment-là. Merci Céline. C'est à ce moment-là qu'on met en place. Oui, mais personne n'est dupe à ce moment-là, bien sûr. Avec des grands ados, nous savons bien que c'est un jeu, mais un jeu qui est du côté de se confronter, de griffer, de mordre quelquefois, mais c'est un jeu auquel nous avons à donner juste cette fonction de jeu de croissance et de ne pas nous prendre dans le filet. Bien sûr, j'ai passé des heures comme ça avec mes ados à débattre, mais je voyais bien que ce qui était important, c'est que je sois là comme un mur et qu'ils puissent griffer. Et de toute façon, tout ce que je disais, évidemment, c'était ça. Mais c'est un jeu. Je ne ferai pas la même chose avec mon mari, parce que c'est plus un jeu. Enfin, ça pourrait être un jeu psychologique à mettre à la poubelle. C'est pas d'intérêt. Oui. J'ai pas bien compris cette phrase, en fait. Avoir raison n'est pas une condition de légitimité. Je n'ai pas compris. C'est juste... Les deux mots, raison, légitimité. Est-ce que... C'est surtout la confusion qui est faite entre les deux dans notre culture. Je peux avoir raison, par exemple, chez un commerçant, si je ne sens pas la légitimité de le faire, je n'y vais pas. Parce que j'aurais beau avoir raison, il y a quelque chose effectivement que je ne vais pas établir, je ne vais pas obtenir. Je pense que tant que je ne me sens pas légitime d'une démarche, je ne la fais pas. Mais c'est valable pour... La légitimité tient à quoi? À ce que je sens moi à l'intérieur, quel que soit l'objet, de confiance intérieure, d'estime. Les deux pourront se conjuguer et c'est tant mieux. Mais c'est tant que je me dis, tant que je ne me fais pas confiance, je vais reprendre votre mot. Mais si on sait qu'on a été floué par un commerçant, on est légitime. Non, pas forcément. Pas forcément, c'est justement ça. Je peux avoir raison, ou même pour un salaire, je peux avoir raison, et je peux ne pas me sentir légitime. Et ça, c'est très, très subtil, très personnel, très, très mystérieux quelquefois. Mais on se sent légitime à quelles conditions? Ah mais ça, c'est toute notre histoire. C'est pour ça que donc les raisons sont personnelles. Personnelles. La construction, les modèles d'identification, et surtout, merci d'avoir insisté sur ce point, c'est la raison pour laquelle j'insiste aussi beaucoup sur distinguer confiance et estime. La confiance, ça a à voir avec ce que je fais, je sais faire, je sais pas faire, etc. Bon. Alors que l'estime, c'est quelque chose qui est un noyau dur, qui ne va pas, comme ça, se modifier de volume ou d'intensité. Et ça, c'est ce qui a été généré, ou ce qui a été transformé en miel, grâce à ce que j'ai eu, moins comme discours sur moi, comme pas de compliment, ça je ne crois pas, mais comme regard sur moi. Comment est-ce que j'ai été accueillie? Comment est-ce que, dans le regard des figures parentales, j'ai senti que j'étais légitime d'exister, que j'avais le droit d'être là, et de ne pas être parfait, et d'en faire comme ma tête par moment, et de faire des crises caractères, etc. Et cet accueil pour qui je suis, enfant, c'est ça qui va venir vraiment là, noyauter ce que j'appelle estime de moi. C'est-à-dire, oui, j'ai le droit d'exister.
Alors que la confiance, c'est quelque chose qui a à voir avec c'est ce qui se développe au fur et à mesure que je valide une compétence, un savoir-faire, un savoir combiné, etc. Donc ça a à voir avec une compétence. Oui, mais l'estime peut évoluer aussi. Bien enfin, sûr, elle n'est pas ancrée par rapport à ce qu'on avait Non, mais non, j'ai pas terminé. C'est que souvent, pour éviter le travail de réparation d'une estime ou de la création d'une estime, les personnes, faute de faire cette distinction, vont développer beaucoup de compétences pensant que leur succès politique, par exemple, va venir réparer un manque initial archaïque de regard positif. Si mon papa, je suis un petit garçon, mon papa m'a pas regardé, eh bien, je vais me transformer ma vie à avoir des votes, à avoir des diplômes, à avoir surtout des gratifications narcissiques, croyant que ça va venir réparer cette douleur de ne pas avoir été regardé. Et que nenni, évidemment. D'où l'importance, il y a des façons de réparer ou de créer ou de développer de l'estime de soi, et il y a des façons de construire de la confiance en soi. Mais ce sont deux logiques différentes. Et du coup, pour être légitime, il faut avoir quelque chose dans les deux dimensions. Dans l'estime de soi et dans la confiance, dans ce moment-là, d'être capable de faire la démarche. Et on est plus souvent conscient de l'aspect confiance, voilà, que du côté quelque chose de mystérieux, qui quelquefois nous fait saboter une démarche parce que cette estime n'est pas opératoire. Et je peux avoir tellement de doutes sur ma légitimité à exister que je vais scier ma branche au moment où je peux obtenir quelque chose que je voulais de tout mon cœur. Mais j'ai pas quand même, désolée, complètement compris en quoi par rapport à un commerçant ou au salaire, on n'est pas légitime si le commerçant nous a floué d'aller réclamer, si on n'est pas au bon salaire d'aller réclamer, enfin, tiens, quoi Céline, on peut l'être. Juste, ce qui m'intéresse ici, parce qu'on n'améliore pas le beau temps, si on l'est, tant mieux, et on va récupérer ces yaourts non périmés, je sais pas quoi. Alors que là, j'insiste sur le fait de cette chose mystérieuse. Je sais que j'ai raison et pourtant je n'ose pas demander, j'ose pas réclamer, j'ose pas obtenir ce que je considère être légitime d'obtenir. Donc c'est ça, c'est là qu'il y a une dissonance cognitive, si je puis dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux aussi me sentir légitime et avoir raison et décider de ne pas y aller parce que bien ça sûr, n'en vaut bien pas sûr, le... voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et résister à la tentative de culpabilisation de la personne qui dit « Oh, pourquoi tu ne vas pas, tu sais bien que tu as le droit ». Et c'est moi que ça regarde. Je peux ne pas avoir envie de faire du temps, ou je ne sais pas quoi, ou ne pas altérer une relation, mais ça me regarde. Mais c'est surtout sur l'autre question que j'insistais. J'ai le droit et pourtant je n'arrive pas à y aller. Donc peut-être la distinction que je comprendrais mieux, c'est entre être légitime et se sentir légitime. Oui, c'est pour ça que dans ma... pas dire je ne suis pas légitime, mais je ne me sens pas légitime. C'est pour ça que pour les démonstrations, pour les besoins de démonstration, notamment quand j'anime des ateliers de gestion des conflits, je préfère dire avoir raison et me sentir légitime. Voilà. C'est juste encore une histoire de terminologie, mais pour être bien au clair avec ça. Ensuite, bien sûr, il y a à collaborer, je parle pour collaborer, pour protéger, pour informer. Voilà. Donc à vous de voir ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, ce que vous avez besoin de développer. Ah oui, sinon, reformer ou reformuler? Oui, reformuler, bien sûr, reformuler. Oui, vérifier. Reformuler. Oui, reformuler. Je me suis trompée. Reformer. Non, ça c'est informer. Ça c'est informer. Non, mais j'aime bien votre proposition. Je rajoute et je vous invite à en faire d'autres. Reformuler. Donc vérifier. Et pour mentir. Mentir, oui, j'ai mis jouer. Non, j'ai pas mis mentir là. Bon, à côté de tricher, mentir, bien sûr. Mentir. Rajouter. Il y a aussi parler pour ne rien dire. Pour meubler. Mais quelquefois je peux parler pour rien dire. Pour meubler. Une autre proposition, un autre verbe qui viendrait compléter. Exister. Oui, pour faire exister. Oui, pour m'affirmer. Voilà. Si d'autres mots vous viennent, vous pouvez me les laisser sur ma boîte mail. Alors, ce que je vous propose de faire, là, sur un autre tableau, c'est donc une autre dynamique, c'était
renoncer à parler quand je réalise que parler serait volonté de. Volonté de. Alors, dans quelle circonstance ça? Si j'ai à renoncer à parler quand je m'aperçois que parler est une volonté d'emprise, de séduction, etc. Et je nous invite à mettre les mots qui nous viennent. Alors, contrôle. Je mets en haut là. Contrôle. Faire payer. Oui, faire payer. Oui. Sentir. Vengeance. Oui, anesthésier. Ouais. Consoler. Consoler. Remplir. Remplir. Oui. Allez, des idées. Comme si vous n'aviez jamais cette tentation. Oui. Excusez-moi, je ne comprends pas l'exercice en fait. Et c'est renoncer à parler est une volonté? Non. Oui, renoncer à parler lorsque parler serait la volonté de contrôler, etc. Ah, par rapport au choix. Okay. Obtenir, oui. Obtenir. Donc là, je retrouve les mauvaises herbes du jardin, convaincre, avoir raison, donner tort, humilier. Oui. Se moquer. Oui, humilier, se moquer. Se moquer, disqualifier, dévaloriser, détruire. Alors, violenter. Je mets à côté de contrôler. D'autres mots qui vous viennent? Divertir. Divertir. Distraire. Changer de, quand on veut changer de sujet. Hein. Mais c'est mauvais ça. Mais c'est pas la même chose, divertir et distraire. Oui. Il y a une question. Je le sens pas. Il y a plus. Au sens pascalien. Faire diversion. Quoi. Oui, faire diversion. Donc convaincre, selon vous, donc, a totalement une connotation négative. Non. Dans certains cas très rares, à peu près 1% des circonstances, il s'est bienvenu, notamment devant un tribunal ou à une assemblée générale, où là, il y a un enjeu et vous pouvez avoir des arguments. Dans 4, c'est un peu plus douteux, mais dans 99% des cas, nous n'avons pas forcément à tout de suite nous abstenir, mais nous avons à nous interroger. Est-ce que là, quand je veux convaincre, je suis dans la volonté de tout ça, voilà, de convaincre au sens d'obtenir de l'autre, et surtout de m'abstenir d'accueillir ce que lui a à me dire. De faire taire aussi. De faire taire. Mais de comprendre. De comprendre, bien sûr. D'avoir des attentes. Ah, très bien. Oui, Ou de changer de sujet. Oui, c'était à divertir, changer de sujet. Juste, et là, c'était... Attends, avoir des attentes. Oui, ça, j'essaie. Ah oui, c'est là. Comprendre. Comprendre, voilà. Comprendre, je vais le mettre à côté d'obtenir et convaincre. Presque de contrôle, non? Oui, là on est dans le contrôle. Manipuler. Manipuler. Ah ben non, on a dit qu'on pouvait se l'octroyer. Mais oui. Mais oui, bien sûr. C'est que juste, il n'y a pas une recette prête à l'emploi, là, comme pour un bœuf bourguignon. C'est juste, là, une invitation à remettre en question ce qu'on nous a vendu comme mieux, tout ça. Et juste là, de nous réapproprier cet espace de réflexion pour être dans davantage de discernement, davantage d'intuition, davantage de respect et de soi et de l'autre, pour être dans donc, le choix le meilleur à un moment donné, ce choix étant toujours assorti d'une prise de risque. Se mentir à soi-même. Oui, se mentir à soi-même aussi. Oui. Oui. Et je voulais savoir, divertir, ça peut pas être utile de temps en temps? Si, mais tout peut être utile. Ça part mais c'est ce que je disais, tout peut être utile. Hein? Non, voilà. Sauf si vous êtes... Ouais, encore. Non, c'est juste une invitation. Bah, vous me posez une question et vous ne l'écoutez plus. Qu'est-ce que je vais faire? Juste, encore une fois, il n'y a pas de recette, il n'y a ni morale, ni recette, ni tout ça. Il y a juste une occasion de nous interroger en commun sur tout ce que nous faisons, lui donner du sens plutôt que de vouloir comprendre, et être dans plus de subtilité, plus de choix, moins de dépendance à des modèles reçus
dans nos héritages habituels. C'est ça que je fais. Mais c'est ni bien ni mal. Vous m'entendrez jamais, effectivement, être dans un discours moral avec bien ou mal. Jamais, jamais. Donc, et puis dans certains cas, je peux avoir beaucoup de plaisir à montrer que j'ai raison. Pourquoi pas? Mais j'ai à me méfier, là, ça peut être le désir. Alors là, je parle bien de volonté. C'est pas la même chose. Il faut surtout connaître le prix. Et le prix à payer, oui. Le débat ou d'assumer que je peux avoir raison. Mais exactement. Et que si je suis dans la volonté d'avoir raison, je risque, comme prix à payer, d'altérer beaucoup la relation. Ouais. Et de, voilà. Je trouve que parfois, on n'a pas assez conscience de quel sera le prix. Avant de l'avoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, c'est même quand tu le fais. Alors, donc là, je retrouve évidemment tout ce que je disais sur trop parler, encore une fois, ben, on retrouve les classiques, hein, ici, c'est la même chose, trop parler avec quelque chose qui n'est pas, effectivement, dans le respect mutuel. Je voulais revenir sur quelque chose que je n'ai pas suffisamment abordé tout à l'heure, que je vais juste, oui, dire. C'est tout ce sujet m'invite à revenir à 4 réhabilitations. Je vais réhabiliter d'abord la capacité à dire « je », qui est dans notre héritage culturel, souvent, c'était quand même un tout petit peu banni, taxé de prendre le pouvoir, de se mettre au centre. Donc, là, bien sûr, je réhabilite quelque chose de cette capacité à être dans une forme d'autorité. Je signe ce que je dis, je signe ce que je fais et je dis « je ». C'est moi qui le pense comme ça. Et voilà, c'est encore une façon d'éviter de rentrer dans le désir de l'autre, dans une forme de dépendance et de manipulation réciproque. Ensuite, je veux aussi réhabiliter, donc, bien sûr, vous l'avez compris, depuis 19h32, réhabiliter le silence. Et méfions-nous aussi, parce que le silence, oui, mais dans certaines circonstances, le silence ne sera respectueux qu'à condition d'être assorti d'une légende. Et j'y tiens beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous ne supportez plus tel propos, et vous préférez sortir. À ce moment-là, ne sortez pas sans rien dire. Vous pouvez dire, je sors. Alors vous pouvez mentir, je sors préparer le café, pourquoi pas. Ou vous pouvez dire, je sors parce que pour le moment, je me sens trop inconfortable avec ce qui est dit. Mais ne sortez pas juste à l'anglaise comme ça. Sinon, c'est un passage à l'acte et c'est de la violence. Donc, c'est pas parce que moi, je peux me sentir violentée par les propos qui sont tenus que j'ai, évidemment, à balancer une autre forme de violence, une forme de silence. Donc, le silence peut avoir, évidemment, une fonction, peut accompagner une relation respectueuse, souvent, plus souvent qu'on le croit, mais le silence peut aussi être un outil de violence s'il n'est pas effectivement dans un contexte de relation suivie. Il n'a pas à venir interrompre, comme dans un passage à l'acte, une relation. Il est souvent trop utilisé comme ça que comme ça. De ça, oui. Et donc là aussi, c'est ni bien ni mal, c'est à nous de voir ça. Exactement comme je me permets souvent de réagir à propos de notre réaction, de pas réagir à une lettre, pas réagir à un mail, pas réagir à quelque chose, pas réagir à... Et je dis non parce que ça, c'est une forme d'absence, donc de silence, qui est toujours peu ou prou quand même porteur d'une violence, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas pris en compte, pas pris en considération de celui qui a envoyé quelque chose. Et donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, nous ne sommes pas obligés de réagir sur le contenu, mais nous avons quand même à accuser réception de l'initiative que la personne a prise en envoyant quelque chose. Donc, juste dire bien reçu, au moins ça, bien reçu le message, quelquefois dire je ne souhaite pas réagir au contenu, mais après c'est en fonction de la nature de la relation que vous entretenez avec la personne qui vous l'a envoyé. Mais pas de message laissé sans réaction. Et réaction dans le vide. Mais pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que dans ce même héritage, on a souvent cru que réagir ou répondre, ça a donné priorité au texte, c'est-à-dire s'il y a une question, je dois répondre, etc. Non, il y a le contenu du message, auquel je peux effectivement me donner l'autorisation de ne pas réagir, mais il y a l'initiative de la personne qui envoie quelque chose. Et là, oui, je me sens engagée de la prendre en considération. De la même façon, vous m'entendez souvent réagir aussi sur le mot même, réagir et répondre. Je n'utilise le mot répondre que s'il y a une sollicitation, une question ou une demande.
S'il n'y a pas de sollicitation, de demande ou de questions, je réagis, je ne réponds pas. Et ça fait une grande différence. Je réagis à un texte, je réagis à un appel, je réagis à un propos. Mais je ne réponds pas à ce moment-là s'il n'y a pas une question. Oui, mais je suis sûre que quand vous étiez bout de chou, votre maman, vous voyez que vous aviez reçu un courrier, est-ce que tu as répondu? Non, enfin, à la rigueur pour une lettre. Mais sinon, je réagis à quelque chose au lieu de répondre. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a l'interprétation, notre interprétation, que l'autre attend une réponse, c'est ça? En fait, on réagit alors qu'il n'y avait pas de question, c'est qu'on interprète qu'il y avait une question. Non, alors je dirais plutôt que nous réagissons à un système de dû, comme si il y aurait une obligation faite de répondre ou de réagir. Non, je peux accuser réception, mais ce n'est pas la même chose. Oui, mais d'ailleurs, moi, c'est d'autant plus dur à accueillir quand j'ai fait une demande ou une réponse, où il y a encore la liberté de ne même pas répondre. C'est ça. C'est bien. Et là, c'est encore plus dur. Et si on reçoit un long mail qui nous embarrasse... Tu veux dire si toi tu reçois un long mail? Oui, qui nous embarrasse, qu'il y a une demande, enfin il y a une demande de réponse, et qu'on accuse juste réception, comme conseiller, et qu'on dit « je te répondrai », et qu'on ne répond pas. C'est-à-dire bien reçu, je te répondrai. Bien reçu. Bien reçu. Ah ouais. Et puis même, je peux me donner l'autorisation et je ne souhaite pas répondre aux questions que tu poses. Mais au moins, j'accuse réception. Oui, mais là c'est trop tard. Le bien reçu, je te répondrai, il est écrit. Il reste on est obligé de répondre. Il vous reste vos yeux pour pleurer ou de revenir sur ce que vous avez. J'ai changé. Voilà, j'ai changé d'avis et je réponds. Je t'invite à différencier, j'ai bien reçu ton mail. J'ai bien reçu ton mail. Ne veut pas dire je répondrai à tes questions. Ah bah non. Parce que tu as dit j'ai bien reçu, je suis obligée de répondre. Non, je te répondrai. Bien reçu, je te répondrai. Oui, c'était bien formulé. Le temps passe et je réponds j'avais pas. entendu. Ouais, mais là, t'es direct, quand tu dis je te répondrai, tu crées une dépendance, quoi. Sauf à la Saint-Glin-Glin. J'ai bien reçu ton mail et ne te répondrai pas. Là, ça devient un concert. C'est vrai. Donc, mais moi, je me dis, pour revenir à une autre situation qui est, on sort... Je sors. Non, mais je n'ai pas forcément fait. Enfin, si, sûrement plein de fois. Je sors parce que la situation m'embarrasse et que sinon ça va être agressif. Et donc c'est une violence. Mais c'est aussi qu'on ne sait pas faire autrement. Enfin, je ne sais pas faire autrement. Que de sortir? Non, c'est-à-dire de. Moi, je peux dire qu'il y a des choses que je n'ai pas su faire jusqu'à aujourd'hui que je peux changer. La légende, j'ai pas su la mettre. Moi non plus. Je sors, c'est déjà une légende. Donc ça s'apprend, quoi. Oui, ça s'apprend. C'est la bonne nouvelle. Ça s'apprend. C'est ça. Non, mais déjà, il y a un mot. Oui, il y a déjà un mot. Non, mais même dire je vais faire le café alors que la situation. Alors ça se tend, c'est un peu. Pas une légende très. C'est déjà moins violent. Même, c'est pas plus violent. Sans rien dire. Que d'aller faire le café sans rien dire. Pourquoi? Parce que. Enfin, je viens de dire souvent. Après, c'est vous qui choisissez. C'est que pourquoi est-ce que ça peut être très violent? C'est que quand nous étions bout de chou, nous avons aussi vu l'oncle Léon, la tante Suzanne, affectée de je sais quel propos, sortir comme ça sans rien dire, et ensuite silence de mort. C'est pour ça que ça réveille aussi tout ça. Mais je vous invite à dire quelque chose. Quelque chose, voilà. Bah, même dire je sors. Oui, je sors. Je sors faire le café. Je sors prendre l'air. Prendre l'air. Oui, mais c'est une fuite. Après, ça dépendra. Ça dépendra du degré de simplicité que vous avez, du degré de familiarité, etc. Après, ça dépendra. Mais je sors, j'en peux plus. Réhabilitation de la fuite. Il vaut mieux ça que. Réhabilitation de la fuite, c'est une des 4 modalités de gestion des conflits. Et fuir peut être très très bien, à condition que ce soit légendé. De changer de sujet, de partir physiquement, de faire tomber quelque chose. On voit ça aussi, le sens de l'impropos. Oui, mais si on fuit et qu'on laisse d'autres personnes se battre à notre place, c'est pas beau. Ah ben ça, c'est leur responsabilité. C'est pas beau. À moins que vous soyez mandaté par le ciel pour être un outil de paix universel, mais c'est pas moi. J'ai en tête les parents. Qui laissent les enfants se battre avec un autre parent à leur place. Non, mais après, je ne veux pas refaire le monde, mais c'est moi, là pour le moment, j'insiste sur notre responsabilité à chacun d'identifier ce qui se passe et de faire le moins mauvais choix en conscience du prix à payer pour ce choix-là. Peut-être effectivement de la culpabilité de laisser d'autres personnes soit faire la vaisselle, soit...
Réhabilitation du jeu, JE. Réhabilitation du silence à certaines conditions, déjanté. Réhabilitation ensuite du jeu, JEU. Jusqu'à, voyez, toutes ces choses, c'est frimer, jouer, mentir, tout ça, ce sont des jeux qui n'ont pas à être bannis sous prétexte de non-moralité. Donc, la séduction, les stratégies, et toujours, bien sûr, à moi de voir ce que j'y mets de respect de moi, de respect de l'autre et de respect de la relation. Mais le mensonge est une pratique, effectivement, qui suppose le respect et qui permet le respect également. Manipuler. Les deux ont en commun, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Mentir, c'est pour rentrer dans ce que vous souhaitez. Et manipuler, c'est pour que vous rentriez dans ce que je veux. Et humour, à l'aide, se met dans le jeu? Oui, bien sûr, humour, à condition que ce soit ni ironie, ni dérision, ni humour noir, humour qui fait rire avec les autres et non pas rire de quelqu'un. J'ai un problème là avec ce que vous dites sur le mensonge. Juste peut être vécu dans le respect de l'autre et de la relation. Oui. Et alors il me faudrait des exemples là. Il y a une conférence. Il y a une conférence là-dessus, bientôt. Et pour moi, je suis bien sûr persuadée que c'est jumelé avec un autre mot qui a besoin d'être réhabilité. C'était pas mon propos ce soir, c'est le mot clivage. C'est que si je ne sais pas cliver, si je ne sais pas me dire j'y réfléchirai plus tard comme Scarlett O'Hara dans N'importe le vent, et si je ne sais pas mentir en gardant la main sur le choix que je fais, je ne suis pas susceptible de vivre en société. Et on nous a menti, on nous a manipulé plutôt, on nous a manipulé enfant quand on nous a fait croire qu'il fallait absolument dire toute la vérité et jamais mentir. D'abord, c'était fait par des personnes qui mentaient déjà en plus. Et ensuite, c'était à la fois bête, contre-productif, et surtout c'était contraire à ce que nous avions à nous appliquer. Oui, c'est-à-dire discernement, choix aussi, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, est-ce que je dis vrai, est-ce que je dis pas vrai. Ça, c'est être vraiment dans une posture de responsabilité pur sucre. Alors que, pourquoi est-ce que nos parents nous ont dit qu'on devait toujours dire la vérité? Parce que ça leur permettait d'avoir du pouvoir sur nous et de nous contrôler. Oui, mais choisir ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, c'est pas forcément mentir. Et non, mais non, mais bien sûr, je vois bien, je vais jusqu'au bout de mon propos. Je dis jusqu'à mentir. Et je l'assume. Effectivement, je fais bientôt une conférence sur ce thème, j'écris des choses là-dessus. Il y a aussi sur mon blog un article que j'ai écrit là-dessus, et j'en suis absolument convaincue. Évidemment que la peur avec laquelle nous pouvons flirter, c'est celle de passer à un extrême et devenir mytho, abuseur, etc. J'en crois rien. Parce que toujours ce que je mets au cœur de ces réflexions, c'est le respect. Oui, c'est ça. Et que je peux vous manquer de respect à vouloir vous asséner quelque chose de vrai. Et je peux être vraiment authentiquement du respect de vous, de dire quelque chose d'autre. Alors évidemment, je l'ai vérifié en étant clinicienne à l'hôpital, je l'ai vérifié dans d'autres circonstances, mais j'ai envie de dire que c'est juste, je vérifie parce que je veux être du côté du bon sens, de l'observation et de la prise en compte de cette réalité avec laquelle j'ai à vivre. Et que je ne suis ni dans un monde bisounours, ni dans un monde facho, où là, effectivement, l'obligation de la vérité est une autre histoire. Je suis dans une démocratie dans laquelle, effectivement, j'ai à m'équiper pour être dans cette... Il y a des mots que j'entends pas non plus, parce que ça me prendrait beaucoup de temps de reprendre certains jurons. Et le mensonge pas dans une relation avec un enfant, mais un adulte, par exemple le conjoint. Bah, bien sûr. Merci. Ah bah, évidemment, surtout. Bien sûr. Alors je te redis, avec tes enfants, ton conjoint, tes amants, tes parents, ton boss, évidemment. Mais pas avec soi-même. Non. Si, quelquefois. Si, c'est ce que j'appelle aussi, alors c'est une forme de clivage. Je n'ai pas intérêt à être tout le temps dans cette vérité sur moi-même. Non, j'ai intérêt à me raconter, c'est Cyrulnik qui en parle très bien, à me raconter une histoire sur moi-même, pour enjoliver un petit peu, pour supporter les aléas de la vie et surtout la rigueur de mes limites. Bien sûr que je peux me raconter des choses. Je peux revenir sur quelque chose? Oui. En une seconde, vous avez dit mentir dans le désir de l'autre, manipuler pour le... Oui.
J'ai mis 40 ans à découvrir ça. Donc, merci de... Je mens. Dans les deux cas, je dis quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Je mens pour te faire plaisir, pour rentrer dans ton désir. Ça te va vraiment très très bien. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un pour lequel tu as une passion. Je ne vais pas dire que vraiment ça ne va pas du tout. Bon, donc je dis quelque chose pour toi. Bon. Alors que manipuler, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux pour que toi tu rentres dans mon désir, que tu fasses quelque chose pour moi. 40 ans de réflexion. Merci Aliette, hein, parce que pour moi du coup c'est facile. Mais pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Parce que tu vois, il n'y a pas de place pour les deux. Bon, je reviens à mes propos. Alors, quel est le quatrième terme que j'ai déjà dit, je m'aperçois au moment où je dis ça, le quatrième terme que je vais réhabiliter, c'est évidemment cette agressivité dont j'ai parlé tout à l'heure. Agressivité, c'est un mot que je préfère quelquefois utiliser je préfère l'utiliser plutôt que colère, parce que colère a été tellement alourdi de connotations, de violence, de blâme, de reproches, etc., que ce mot il est encore trop chargé, et c'est pour ça que je préfère protestation, je préfère affirmation de foi, protestation, légitime défense, protection de son territoire, responsabilité aussi de son intégrité. C'est ça l'agressivité. Et c'est vraiment quelque chose à accueillir, à développer, et à accompagner chez ceux qui nous entourent aussi. Je trouve qu'agressivité aussi c'est très... Oui, moins que colère. La colère, quand vous parlez de colère dans la culture, elle est tout le temps synonyme de blâme, de reproche, de violence. Oui. Une histoire terminologique, donc je partage tout. Oui, et puis on va presque dire la colère, tu sais, comme on dit rire avec. Oui, être en colère avec. Voilà, c'est ça. La colère politique. Donc quand je parle de ces réhabilitations, évidemment, j'ai mis dans un des tableaux, je ne sais plus lequel, je veux réhabiliter des outils à mettre dans notre boîte à outils, à savoir les cartes majeures qui font l'objet d'ateliers et d'autres conférences. Utiliser bien sûr cet outil écoute active, que je vais reprogrammer en février ou en mars. C'est-à-dire comment est-ce que je peux être dans cet accueil inconditionnel, c'est-à-dire moi me mettre de côté et être dans cet accompagnement de l'autre pour que l'autre puisse enfin faire eureka sur un besoin, une émotion. C'est-à-dire tout à coup, notre regard, notre parole, notre présence surtout, ça va lui permettre d'entrer en contact avec lui-même, comme une personne témoin. Donc ça, l'écoute active est quelque chose de magique, et là aussi nous avons manqué de modèles. C'est poser des questions pour que l'autre s'y retrouve, pas pour avoir nous-mêmes des réponses. L'autre atelier, c'est cette gestion des conflits, dont j'aime bien insister, c'est que la gestion des conflits ne sera salutaire, positive, respectueuse qu'à la condition que la priorité soit toujours donnée à la relation, à la satisfaction dans la relation, et jamais à l'objet du conflit. Voilà, donc jamais sur la quête d'insatisfaction, c'est-à-dire qu'il y a les trois conditions, je sais ce dont j'ai besoin, je sais avec quoi ce qui est important pour moi et en dessous de quoi je ne descendrai pas, ce qui n'est pas négociable, ce qui est négociable n'est pas négociable. Et ensuite, je m'engage avec moi-même à boucler ce conflit uniquement quand je sais que je suis satisfaite du résultat. Les autres peuvent dire que je me suis fait avoir, c'est moi qui sais si je suis satisfaite, si ça me convient. Et non pas de façon objective, mais subjective. Gestion des conflits, c'est ça. Et donc le contre-exemple de conflit sanitaire, ce sont les conflits sociaux, où on n'est pas dans la volonté d'une satisfaction mutuelle, mais on est plutôt dans la volonté d'obtenir un maximum, quitte à ce que l'autre reste insatisfait. J'en veux pour preuve sur le traité de Versailles et des choses comme ça qui ont ensuite fait beaucoup plus de tort à notre Europe. Troisième outil. C'est quoi la troisième condition? Vous avez dit, je sais ce dont j'ai besoin, je sais jusqu'où je peux aller. Et je m'engage avec moi-même, à l'issue de ce conflit, en être satisfaite et pas revenir le lendemain en disant non, finalement j'ai réfléchi, on va tout remettre en scène parce que j'assume. Et plus que j'assume, je prends l'engagement d'être satisfaite. C'est pas que ça me dit quelque chose d'une réjouissance. Et je me réjouis que la relation
en ait bénéficié, que la relation soit de bonne qualité et qu'à aucun moment j'ai cédé à la tentation d'être dans vouloir obtenir plutôt que vouloir... et je n'aurai pas de regret. Ni remords, ni regret, ni culpabilité, ni toutes ces choses qui plombent notre belle énergie. Le troisième outil, c'est bien sûr ce qu'on appelle donc la communication responsable, hein, autrefois baptisée CNV. Je n'ai pas voulu garder CNV parce que je ne voulais pas qu'apparaisse le mot violence dans quelque chose qui voulait s'en priver. Donc communication responsable. Et là aussi, c'est complètement un autre enjeu dont je parle dans les 2 derniers livres, je crois. Ça veut dire faire une autre forme de révolution qui prend quelques années, après quelques siècles où on nous a fait croire que nos émotions dépendaient de ce que les autres faisaient, disaient, et que la révolution donc, du pape de la communication responsable de la CNV, c'est Marshall aujourd'hui. Marshall a vraiment, j'ose poser ça, créé la révolution du XXe siècle en posant cette chose tellement délicate, enfin, facile à entendre, difficile à mettre en pratique, à savoir prendre la totale responsabilité de tout ce que nous éprouvons. Ce n'est pas à cause de ce que tu dis que je me sens mal, c'est parce que ce que tu dis est un élément déclencheur qui va réveiller quelque chose qui existe déjà en moi. Ça ne fait que réveiller, ça ne crée rien. Ma peur y tout, mon chagrin y tout, ma honte y tout. Voilà. Ce sont donc les autres sont dans ma vie que la fonction d'éléments déclencheurs. Le pouvoir que je leur donne, exactement, le pouvoir que je leur donne. Est-ce que vous mesurez à quel point c'est une révolution? Elle est capitale. Est-ce que vous réalisez que ça prend 10 ans minimum? Je ne comprends pas pour être à l'aise. Mais je n'exagère pas. J'ai mis plusieurs années à retenir la phrase. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que nous allons faire avec nos enfants, nos petits-enfants, etc. Mais ça change l'énergie, la vie. Ça change l'énergie des relations, ça change la qualité des relations. Et ce deuil est un deuil délicat, qui prend du temps, et vraiment, ça en vaut la peine. Et puis, le 4e atelier, le plus récent, c'est celui donc que j'appelle témoin de... Oui, oui, témoin de violence, oui, pour tous. Témoin de violence, c'est qu'en est-il de ma responsabilité, comment l'habiter, comment la vivre, comment l'incarner, chaque fois que je suis témoin de violence. Mais là, c'est tout un livre... je donne des exemples et que ça me semble être effectivement l'aboutissement de tout ce que j'ai mis avant, les autres ateliers, les autres propos, les autres distinctions. C'est comment élaborer une qualité de présence qui me permette de prendre ma place dans tout ce qui se passe, que je sois d'accord en gratifiant et quand je ne suis pas d'accord en l'exprimant d'une façon ou d'une autre, comme je disais, pas forcément en parlant. Je reviens évidemment à ça, c'est parler mais pas trop, et témoin de violence, quand je suis témoin de violence, je suis effectivement menacée de trop parler, soit en faisant de la morale, soit en faisant de la psychologie, ce qui est encore pire quelquefois. Donc voyons que là aussi nous avons d'autres options, d'autres outils pour dire une présence sans forcément envenimer les choses en voulant parler, expliquer, convaincre, blâmer, quelquefois faire un reproche et patati patala. Donc, quand je dis parler mais pas trop, j'arrive aussi à une autre découverte qui a été importante à la fin du XXe siècle, qu'on appelle donc les langages de l'amour. Et je rappelle que c'est un livre, je vous invite juste plutôt à garder le concept, parce que le livre, voilà, ça ne vaut pas l'investissement. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que à ces 5... Et donc, je vous invite à noter ces 5 langages, parce que ça dit que ce sont des langages de relations qui ne sont pas forcément donc des paroles. Et j'en ai rajouté 2 pour arriver au chiffre magique de 7. Donc, alors oui, bien sûr, il y a toujours les mots. Bon, les mots. Je peux exprimer, je peux me sentir reconnue, ou je peux sentir l'amour, la reconnaissance, ou l'attachement d'ailleurs, parce que c'est quand même le concept que je mets toujours au milieu, avec des mots que j'entends, que je devine, que j'interprète ou pas, etc. Donc les mots valorisants, bien sûr. Le deuxième, enfin ils n'ont pas d'ordre, il y a les cadeaux, qui peuvent être une façon d'exprimer de l'amour, de la reconnaissance, de la gratification, de la gratitude, etc., etc. En plus, bien sûr, quand on travaille, le jour où on travaille sur les cadeaux, il y a
tous les différents types de cadeaux. Il y a ceux qui sont sur la cheminée pour toujours, puis il y a ceux qui sont dégustés dans la soirée. Voilà, et puis il y a ceux qui disent plein d'autres choses. Tous les cadeaux sont cette zone très très délicate, hein, où c'est je suis en contact avec mon désir, mais aussi le désir de l'autre. C'est toujours quelque chose d'émouvant de choisir un cadeau et de l'offrir. Ensuite, il y a le temps partagé. Alors là, bien sûr, sans parler, évidemment, on va bavarder. Et c'est ce que les analyses, enfin ce que Berne, en analyse transactionnelle, appelait la caresse de temps. C'est juste être dans la même maison, d'être dans la même pièce, d'être dans le même endroit. Et c'est juste cette présence-là qui est une caresse, qui est une façon d'échanger de l'énergie, d'échanger quelque chose d'un message d'amour, de reconnaissance ou d'attachement. Ensuite, il y a tout ce qui est physique, les contacts physiques. Moi, sur le temps partagé, j'adore cette phrase du Petit Prince qui est « c'est le temps perdu avec ta rose qui fait ta rose si importante ». C'est exactement ça. Vraiment, c'est magnifique. C'est super. Oui. Donc, les contacts, je disais. Et ensuite, les services rendus. À nous de voir, effectivement, pour ces singes-là, si c'est celui qui me fait me sentir reconnu, aimé, préféré, cajolé, unique, ou est-ce que c'est ce que j'aime donner à l'autre, hein, parce que ça peut être la même chose, ça peut être différent. Donc, en poste émetteur ou en poste récepteur. Et je nous invite à poser la question à notre conjoint ou à nos enfants, d'une façon ou d'une autre, c'est à quoi est-ce que tu reconnais que je t'aime? Vous aurez des surprises. Hein, vous aurez surtout beaucoup de surprises. Et à poser régulièrement. Posez-la aussi à votre mère, vous aurez une surprise. Vous aurez beaucoup de surprises. Moi, elle m'a dit, au bout d'un certain temps, que c'était quand quand elle m'invitait à déjeuner et que j'arrivais en étant en hypoglycémie, que j'avais un appétit quand même. Donc quand elle m'invite, je reste 3 jours sans manger et elle me voit arriver en état profond d'hypoglycémie et je me précipite sur ce qu'elle a préparé. Et là, je vois ses yeux qui brillent. Voilà. Donc la 6e façon, le 6e langage, c'est tout ce qui a à voir avec l'alimentation, qu'on prépare, qu'on pose, qu'on fait ensemble, qu'on invite, c'est tout ce qui a à voir avec ça. Donc ça fait un peu mère juive, hein, mère italienne. Bon, voilà. Et le 7e, que j'aime spécialement, et ça m'a pris quelques minutes pour le découvrir, c'est le rire avec. Et ça aussi, c'est une façon de partager un signe de reconnaissance, de l'amour, de l'attachement. Eh bien, je crois que j'arrive au terme de mon propos. Donc, je reviens bien à ce que je posais au début, au cas où vous l'ayez oublié, hein, c'est que nous avons à développer une capacité à parler, et ça c'est important, et nous avons surtout ensuite à intérioriser la liberté de le faire ou de ne pas le faire. C'est ça, mon mot d'affaire. Je vous remercie pour votre attention. Et à l'issue de mes propos, je vous demande à chacun, tout le monde ne sait pas ma façon de faire, je vous demande à chacun de dire, avant de nous séparer, un mot que vous avez entendu différemment, un mot qui vous a parlé, un mot que vous allez emporter comme un bonbon à savourer ou à infuser. Intégrité. Intégrité. Oui, intégrité. Le mot qui vous a parlé. Choix. Choix. Être en relation. Être en relation. Écoute. Écoute. Accueil. Accueil. Jeu et accueil. Jeu et jeu. Accueil aussi. C'est la présence. La présence. Qualité de présence. Donner priorité au mot. Légitimité. Légitimité. Dire ou pas. Dire ou pas. Voilà. Avoir ce choix et savoir que dans chacune des options, il y a un prix à payer. Et c'est moi qui décide, et c'est moi qui prends le risque de me tromper, et c'est moi qui vais payer le prix, soit d'avoir trop parlé, soit de ne pas avoir assez parlé. Et chaque fois, c'est moi qui suis aux commandes. Là. Qui n'a pas dit son mot? C'est pas un bon mot. Réagir. Moi, c'est pas un bon mot, c'est une révélation blessante et douloureuse, mais merci pour la révélation. C'est la qualité de la relation est inversement proportionnelle à la quantité des débats. Ah oui. Là, je vous demande juste de me faire confiance. Non, mais... Moi, c'est ça aussi, extrêmement, et sortir sans violence.
La qualité de la relation est inversement proportionnelle à la quantité. J'ai rajouté quantité. Légendé. Ah oui, moi aussi, légendé. Moi, c'est partage. Partage. Légitimité et intimité. Je veux dire conscience. Et légitimité aussi, je le crois. Est-ce que quelqu'un aurait... Vous avez dit quelque chose, toi? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un aurait échappé? Ah, oui, moi. Oui. Légendé, je pense. Légendé aussi. Et comme j'aime bien le dire, à nos travaux pratiques, notamment du côté du silence, du côté de la frustration. Là, ça y est. Oui. Je me demandais comment tu as trouvé les deux derniers langages. En observant. Et puis, si le 7e, c'est avec mon mari. Beaucoup. Juste, le bonus aussi, c'est que je m'aperçois que je n'ai pas parlé d'une autre distinction importante à propos de parler, pas parler, dire, etc. C'est frustration et privation. Je peux, dans le fait de ne pas parler, je peux me sentir frustrée. Et pourquoi pas? La frustration, elle peut être synonyme de faire le deuil, de pouvoir en prise, etc. Alors que je peux utiliser le silence comme une privation. Et là, c'est de la violence. C'est-à-dire, dans les deux, c'est la frustration, c'est la non-satisfaction du désir de parole, alors que la privation, c'est le non-respect du besoin d'échange de parole. Et vous faites bien la distinction entre les deux. D'ailleurs, souvent, un silence légendé est vraiment non légendé, c'est de la privation. C'est de la privation, c'est ça. C'est pour ça que je n'avais pas pensé à dire ce mot tout à l'heure. L'exemple que j'ai donné dans une autre conférence, à propos de cette distinction tellement importante entre frustration et privation, je le disais à propos de Nutella, c'était dans un autre lieu, c'est je peux imposer à mes enfants la frustration qui n'est pas Nutella à la maison, c'est ma responsabilité, je peux le faire pour une mauvaise raison, qu'importe. Mais ça, c'est je suis juste en train de les priver de la satisfaction d'un désir. Alors que je peux acheter un pot de Nutella et dire à mes petits loups, eh bien non, vous serez privés de Nutella parce que vous n'avez pas fait ci, pas fait ça, pas fait la vaisselle, etc. Et là, est-ce que vous entendez la différence? C'est de la violence, pure sucre, ça. Hein, c'était juste. Et pour le silence, la parole, c'est la même logique. Voilà. Je vous renouvelle ma gratitude pour votre attention et je vous renouvelle l'encouragement pour des travaux pratiques. Oui, peut-être, pourquoi pas.